Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la deuxième phase de la deuxième lune d'automne. Aujourd'hui, 22 novembre, c'était le premier quartier à 5h44 jusqu'au 30 novembre, lundi prochain à 10h29, la pleine lune. Donc, deuxième phase de la deuxième lune d'automne. Donc, que se passe-t-il cette semaine dans l'actualité céleste? Donc, tout d'abord, qu'allons-nous pouvoir voir dans le ciel et que fait la Lune? Je vais partager avec vous l'article. Je vous lirai comme ça directement le résumé et ensuite on ira voir un petit peu quels sont les spectacles du ciel pour la semaine. Alors, la Lune donc va marquer cette semaine les signes de Poisson, premier degré des Poissons au moment du premier quartier, aux Gémeaux. Et elle passe donc de la constellation du Verseau à celle du Taureau. Donc le 22, aujourd'hui, elle rentre dans le signe des Poissons et c'est le premier quartier. Demain, elle est conjointe à Neptune. Après-demain, le 24, elle rentre dans le signe du Bélier. Le 25, elle passe en déclinaison nord. Le 26, elle est conjointe à Mars. Le 27, elle est au périgée, elle rentre en Taureau et elle est conjointe à Uranus. Le 29, elle rentre dans le signe des Gémeaux et donc elle est conjointe aux Pléiades. Et le 30, c'est la pleine lune et c'est une éclipse pénombrale de lune que nous ne pourrons pas voir puisque elle est visible en Asie, Australie, Océan Pacifique et sur le continent américain. Puisque pour nous, il fait jour, puisque c'est 10h29, donc on ne voit pas la Lune, donc on ne voit pas l'éclipse. Et elle est conjointe à Aldébaran pour cette pleine Lune. Dans le signe du Sagittaire, depuis le 21, depuis hier. Et il est dans la constellation de la Balance. Alors cette semaine, il va passer le 23, demain, il arrive devant la constellation du Scorpion. Et comme elle est très, très, très rétrécie, il n'y passe que 6 jours. Et il arrive le 29 devant celle d'Ophiuchus, devant laquelle il restera jusqu'au 17 décembre. Que se passe-t-il du côté des planètes? Du côté des planètes, Neptune, qui était rétrograde, va reprendre son mouvement direct le 28, et donc juste avant, elle arrive à sa déclinaison minimale. C'est lié, ces fluctuations de déclinaison en fonction du mouvement rétrograde ou direct. Et Vénus, elle, arrive devant la constellation de la Balance. On va suivre un peu Vénus, que l'on voit le matin. En héliocentrique, donc on n'a plus que Uranus qui est rétrograde en ce moment. Et en héliocentrique, eh bien, c'est assez simple. Il y a Vénus qui est opposée Neptune encore demain, le 23. Donc vous voyez que cette semaine, Neptune revient pour plein de raisons. La Lune est conjointe à Neptune. Neptune reprend son mouvement direct. Elle est à sa déclinaison minimale. Et en héliocentrique, Vénus opposée Neptune le 23. Donc beaucoup de Neptune cette semaine. C'est une nouvelle chose qui sont en germe et en émergence. Et donc Vénus arrive dans le signe de la Balance en héliocentrique le 29, tandis que ce même jour, Mercure rentre dans le signe du Scorpion en héliocentrique, donc le 29. Donc nous allons voir la Lune au fil des nuits, des jours et des nuits. Donc comme c'est la deuxième phase de la lunaison, donc aujourd'hui au premier quartier, elle culmine au coucher du soleil. Donc au coucher du soleil, on la voit au sud à sa plus grande hauteur. Elle va culminer de plus en plus tard les jours passant et on va la voir dans le ciel l'après-midi de plus en plus grosse. Et donc on va la voir pour la pleine lune, évidemment, se lever à l'opposé du soleil au moment du coucher du soleil. C'est la pleine lune, donc on verra beaucoup la lune, bien sûr. Et cette semaine, donc, elle va commencer par être conjointe à Neptune. Donc, c'est demain soir. On pourra estimer la position de Neptune. Voilà, demain soir, à l'heure de leur culmination, donc c'est à peu près à 20h. La Lune est en dessous de Neptune, donc ça permet de localiser où se trouve Neptune. Comme les étoiles autour ne sont pas très très brillantes, ce n'est pas très très facile. Bon, il y a Mars qui peut nous aider. Chercher Neptune aux jumelles avec la Lune, ça reste difficile.
mais on peut comme ça se figurer sa position. Donc nous avons aussi la libration de la Lune, le 24, qui dégage des formations qui ne sont pas toujours visibles, comme la mer de Humboldt, qui se trouve à ce moment-là près du limbe oriental de la Lune, c'est-à-dire à droite. Le 25, la Lune est conjointe à Mars. Alors ça se voit bien. Elle passe juste avant, elle passe en déclinaison nord et elle est conjointe à Mars. Donc on va aller voir dès le début de la nuit et presque jusqu'à la fin de la nuit. Vous voyez, à 20h, on a encore Saturne et Jupiter qui sont sur le couchant au sud-ouest et on va en reparler, de plus en plus proches l'une de l'autre. Donc Neptune est toujours là et culmine toujours à la même heure, enfin à peu près aux alentours de 20h. Et maintenant, c'est la Lune qui est conjointe à Mars, donc elle passe en dessous de Mars aussi. Et Mars, le point rouge et de Mars qui pointe au-dessus de la Lune, ça va être un spectacle, comme tous les mois ces temps-ci, assez remarquable. Le 26, petite occultation d'une étoile de la Baleine, plutôt observée au moment de la disparition de l'étoile, parce que ce qui est facile à voir avec des jumelles, c'est quand l'étoile qui n'est pas brillante disparaît dans le bord ombré de la Lune. Là, ça se remarque quand on l'observe du côté éclairé, quand la Lune est croissante, l'étoile disparaît du côté ombre et réapparaît du côté éclairé. À ce moment-là, si on cherche à observer sa réapparition du côté éclairé, ce sera difficile, parce que la Lune est très brillante et l'étoile très peu brillante. Donc on continue, le 27, elle arrive donc près d'Uranus, puisque Mars n'est pas loin d'Uranus, hein, ils seront conjoints le 6 janvier. Donc vous voyez, Mars est là, alors le 26 on avait la Lune ici, le 27 la Lune est là, elle est juste en dessous d'Uranus. On peut essayer de voir Uranus aux jumelles, en sortant la Lune du champ, bien évidemment, et vu qu'elle est juste au-dessus et qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles dans le coin, c'est possible. Après, pour observer Uranus, il vaut mieux attendre un moment, bien sûr, où il n'y a pas la Lune. Le 29, on va voir la Lune conjointe aux Pléiades, donc c'est signe qu'elle rentre dans le signe des Gémeaux. En ce moment, à notre époque, quand la Lune rentre dans le signe des Gémeaux, elle est conjointe aux Pléiades, donc dès le début de la nuit, elle sera déjà levée, puisqu'on n'est pas encore tout à fait à la pleine lune, et les Pléiades aussi, donc on va pouvoir les suivre à peu près toute la nuit. Et c'est également remarquable, quoique l'éclat vif de la Lune noie à peu près complètement la lueur de l'amas ouvert que sont les Pléiades, ou les 7 sœurs, alias Messier 45. Et voilà, et c'est la pleine lune. Donc c'est le moment de se faire plaisir à observer le lever de la Lune. Alors, le 29, à peu près, là, c'est 20h, elle est déjà levée depuis presque 1 heure. Vous voyez, nous avons Aldébaran ici. Elle n'est pas indiquée là, mais l'étoile Aldébaran du Taureau est là et elle est quand même bien brillante, on la voit vite. Et donc, les Pléiades sont là, vous voyez, c'est à peu près au même moment. Et le 30, au levant, à la même heure, à 20h, la Lune est levée depuis un peu moins longtemps. Elle s'est levée une dizaine ou une vingtaine de minutes après le coucher du soleil. Et elle est passée à la gauche d'Aldébaran. Et donc, on va pouvoir les suivre toute la nuit. On peut trouver donc la Lune à son coucher en fin de nuit, avant le lever du soleil. Donc, le 30 au petit matin, elle est à droite d'Aldébaran. Et le 1er décembre, au petit matin, la fée du chemin, elle est là. Voilà. Et donc, elle suit Aldébaran. Vous penchez un peu, parce que le ciel, il a tourné, et elle est sur sa gauche. Voilà pour la Lune que nous allons pouvoir suivre au fil de la semaine. Et donc, la pleine Lune est une éclipse pénombrale. Je rappelle que cette année, nous avons eu 4 éclipses pénombrales de Lune, pas une seule totale, parce que s'il y a beaucoup de pénombrales, c'est qu'il n'y a pas de totale. Et c'est donc 4 éclipses dans l'année, une le 10 janvier, une le 5 juin, une le 5 juillet, et celle-ci, donc le 30 novembre. Donc on pourra aller... même pour ceux qui pourront l'observer, qui sont dans les bonnes zones, c'est pas très spectaculaire, c'est même assez difficile à remarquer l'ombre qui
l'ombre qui s'étend sur la Lune, l'ombre projetée de la Terre, en fait, la Lune ne passe que dans le cône de pénombre. Je remonte un tout petit peu pour montrer le cône d'ombre et de pénombre. Voilà, ce petit dessin, ça représente le cône d'ombre formé par la Terre en noir et en rouge le cône de pénombre formé par la Terre. Vous voyez qu'en fait, lors de cette éclipse, la Lune passe même pas complètement dans la pénombre et donc son assombrissement ne sera pas très très spectaculaire, mais il est quand même. Donc notre Soleil maintenant, le Soleil qui était devant la constellation de la Balance, n'est-ce pas, depuis le 31 octobre, arrive devant celle du Scorpion, ça vaut le coup de le montrer, parce que le rétrécissement de la constellation du Scorpion, alors je ne sais pas si ça va être bien visible, là je fais, voilà, alors il était devant la constellation de la Balance depuis le mois de fin octobre, et maintenant il arrive devant celle du Scorpion, voilà, qui fait juste, il fait juste ce petit passage devant le Scorpion. Et ensuite, devant celle dite d'Ophiuchus. Ophiuchus, l'homme médecine, le porteur de serpents. En attendant, il est dans le signe donc du Sagittaire. Ah, on va reparler peut-être un petit peu du signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, donc c'est le troisième signe d'automne, la fin, la troisième phase, enfin de l'automne pour l'hémisphère nord, donc et printemps de l'hémisphère sud. Quand le Soleil est dans le signe du Sagittaire, la Terre est donc vue du Soleil dans le signe des Gémeaux, puisque c'est un point de vue réciproque. On est toujours dans le plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil. Soit on regarde depuis la Terre, on voit le Soleil, donc il est dans le signe du Sagittaire. Si on se considère du point de vue du Soleil, la Terre est dans le signe des Gémeaux. Donc, que se passe-t-il au moment du Sagittaire? C'est le moment où le Soleil éclaire le plus l'hémisphère sud, et encore de plus en plus jusqu'au solstice, quoique cette accroissance se calme. L'augmentation du jour dans l'hémisphère sud et la diminution du jour dans l'hémisphère nord est de plus en plus réduite. Et au moment du solstice, donc le 22 décembre, là, c'est maximum de sud, minimum de nord. Donc, ça nous donne une polarité F plus force d'excitation associative, parce que le pôle dominant est croissant, et donc l'autre pôle, donc le pôle nord, est décroissant. Donc, on lui attribue la petite force d'inhibition associative, non, bloquante. Protectrice, dirons-nous. Voilà. Force d'excitation associative majeure et force de protection, force d'inhibition protectrice en mineur. Donc, polarité plus majoritaire. Au niveau des saisons, donc signe d'automne nord et donc printemps sud, tous ces signes de cette carte sont donc en vitesse d'inhibition. Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est la vitesse d'inhibition. Donc c'est la rapidité de changer de direction, de freiner, de se réorienter, et d'établir des liens et de trouver le bon chemin. En utilisant la fonction du Scorpion un petit peu, qui est d'éviter, d'éliminer, et pour aller à l'essentiel. Seulement, le Sagittaire, lui, a acquis toute la concentration du Scorpion, et maintenant il lâche. Et il lâche au maximum, et il va aller à l'extension maximale. Le Sagittaire, c'est vraiment le signe de l'extension maximale. Et donc, c'est le sens des ensembles ouverts. On va vers les solstices. Les signes qui sont proches des solstices, c'est-à-dire Gémeaux, Cancer, Sagittaire, Capricorne, sont en sens des ensembles. Gémeaux, Sagittaire, c'est sens des ensembles ouverts, puisqu'on est en force d'excitation, tandis que Cancer, Capricorne, c'est sens des ensembles fermés, puisqu'on est en force d'inhibition. L'inverse, la formule opposée à celle des Gémeaux, c'est bien, à celle du Sagittaire, c'est bien celle des Gémeaux, et sa formule inverse, il ne faut pas confondre, opposé c'est comme 2 et moins 2, tandis que inverse c'est comme 2 et 1 sur 2.
Voilà. Et donc l'inverse du Sagittaire, c'est le signe du Cancer. Donc vous pouvez lire tous les détails sur l'article. Ce serait un petit peu long. Pour cette vidéo, je vais faire des vidéos spécifiques sur les signes. Donc le soleil se lève de plus en plus tard, aussi dû à l'équation de temps. Dans le champ du coronographe Lascaux C3, ben, je vous incite à aller jeter un petit coup d'œil en cliquant sur le lien. L'activité solaire, elle a repris, l'activité solaire. Hein. Donc on a pratiquement des tâches tous les jours depuis le 14 octobre, sauf là, une petite pause pendant 2 jours. Mais ça y est, le cycle 25 a l'air bien amorcé. On l'a attendu pendant... Enfin, il y a eu un creux total quasi total pendant presque 2 ans. Donc en héliocentrique, ben voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, Vénus opposée Neptune le 23, un petit parallèle de latitude entre Mercure et Vénus, ce qui également accorde un peu généralement l'ensemble, enfin ça me parle toujours des gens, Mercure, Vénus en héliocentrique, c'est les gens, et Vénus, les figures qui les représentent un petit peu, qui les guident, qui les mènent. Il y a de la notion de rassemblement, on va voir ça tout à l'heure, de populaire, avec tout ce que fait Neptune cette semaine. Voilà. Et Mercure devient un petit peu mordant parce qu'il rentre dans le signe du Scorpion en héliocentrique. Il est toujours en balance aussi, en géocentrique. Donc le coucher du soleil de plus en plus tôt et son lever de plus en plus tard, mais surtout son lever de plus en plus tard sur l'effet des jours qui raccourcissent, pardon. Parce qu'on va bientôt, on arrive pratiquement à l'heure limite du coucher du soleil, parce que les couchers de soleil les plus précoces ont lieu début décembre, puisqu'à partir du 13 décembre, le jour commence à rallonger sur le soir, tandis qu'il continue à diminuer sur le matin jusqu'à début janvier. Tout ça, c'est lié à l'équation de temps. Je ne mettrai pas non plus là sur l'équation de temps, mais vous pouvez cliquer sur le lien et vous aurez toutes les explications. La Lune, à son premier quartier aujourd'hui, elle se lève donc toujours à peu près autour du midi vrai, culmine à peu près au coucher du soleil et se couche toujours à peu près autour du minuit vrai. Et puis chaque jour, elle se lève, culmine et se couche en moyenne 1 heure plus tard que la veille, ce qui fait qu'on arrive à la pleine lune. Elle se lève au coucher du soleil, culmine au minuit, à la minuit et se couche au lever du soleil. Voilà, alors le ciel, qu'est-ce qu'on a en ce moment dans le ciel? Alors je vous mets toujours le ciel à la minuit dans les 4 points cardinaux. En ce moment, ce sont les Pléiades qui passent au méridien à la minuit. J'affiche le sud, donc un méridien sud. Il y a le méridien nord aussi. Hein. C'est le même méridien, mais on le regarde du côté du sud ou du côté du nord. Et vous voyez donc le taureau et les Pléiades qui sont là, passent très haut, 70 degrés de hauteur à peu près, pour notre latitude. On a donc à la minuit, c'est pratiquement Orion qui arrive. On a pour l'instant le taureau, on a Orion dans toute sa beauté. Et puis on a l'Éridan, la baleine qui sont en train de passer. Je vous laisse regarder par vous-même ensuite le ciel dans les autres coins. Toujours quand on regarde du côté de l'Est, on voit ceux qui montent. Et quand on regarde du côté de l'Ouest, on voit ceux qui descendent et va se coucher. Alors on arrive aussi, regardez les étoiles filantes, on aura bientôt aussi les très belles Géminides. Là en ce moment il y a les Orionides de novembre. Il fait froid mais c'est bien les étoiles filantes. Il devrait y en avoir beaucoup. Donc voilà, alors les planètes, les planètes, c'est Jupiter et Saturne le soir qu'il faut regarder, on va comparer leur rapprochement. Alors aujourd'hui, vous voyez la distance qui les sépare. Donc le soir au couchant, début de nuit, sud-ouest, c'est bas maintenant. Et le 30, l'écart s'est resserré. J'ai tourné l'orientation de l'image, la sud-ouest, la précédente était tournée sud. Et ça vont se rapprocher, jusqu'à 21 décembre, où elles ne vont être qu'à 6 minutes d'arc l'une de l'autre. On pourra les voir dans le même champ au télescope,
Ce sera très tôt le soir, il faudra se dépêcher et bien bas sur l'horizon, mais tout de même tout à fait remarquable. Et un rapprochement pareil, il y en aura, le précédent, ils étaient plus éloignés, le suivant, ils seront plus éloignés. Un tel rapprochement, je vous rappelle qu'elles sont conjointes tous les 20 ans, hein, il y a une conjonction Jupiter-Saturne tous les 20 ans, et que cette conjonction-là est particulièrement serrée. C'est sûr que ce sera un très beau spectacle et que c'est un cycle très important qui est consigné depuis l'Antiquité, et beaucoup supposent que c'est une conjonction Saturne-Jupiter que dans l'histoire des rois mages qu'ils ont interprété, qu'ils ont suivi, on pense bien, on a calé aussi notre hypothèse de la naissance du Christ sur la conjonction Saturne-Jupiter, qui n'a pas eu lieu tout à fait en l'an 0, mais en l'an -6. On pourra faire un débat spécial là-dessus. Donc voilà pour Jupiter et Saturne, qu'on ne va pas arrêter de suivre tout au long de la semaine. Donc Neptune, qui est conjointe à la Lune le 23 et qui va reprendre son mouvement direct. Donc ça, on va voir, je pense qu'on va pouvoir assister à un flux, tout d'un coup, le flux et le reflux. Donc, reflux quand elle est rétrograde et le flux qui repart, comme à penser à la mer qui monte. Hein. Mars, donc Mars, toujours bien présente, son éclat décroît un peu, hein, elle est au maximum le 13 octobre, mais on ne peut pas la louper. Et alors, hein, la France a du génie. Plusieurs choses m'ont fait dire en faisant cet article, quand on voit la misère culturelle globale, on a vraiment des points de génie qu'on va rechercher. C'est les sites américains, hein, qui nous a publié cette magnifique vidéo faite avec de nos meilleurs astrophotographes français au pic du Midi, au télescope d'1 mètre du pic du Midi. Et on a une définition d'image incroyable et c'est une rotation complète de Mars. D'ailleurs, je l'ai mise carrément, j'ai mis la vidéo. Hein, j'ai mis la vidéo sur le site, donc je vous donne une toute petite aperçu si ça veut venir assez vite. Sinon, voilà. Et là, on va assister à une révolution complète de Mars. En plus, ils ont fait 2 images pour la croiser des yeux, pour avoir une vision encore plus détaillée. À partir des photos qu'ils ont fait au pic du Midi. On est les meilleurs. Yes! On parlait, les choses allaient basculer. On va y avoir la pleine lune. Les choses se mettent en place, à mon avis, là, parce que c'est 2e phase de la Lune, donc mise en contact, et ça va être opéré la semaine prochaine. On peut s'attendre à beaucoup d'événements et de renversements, je pense. Restons optimistes, parce que c'est vrai que, bon, de certains côtés, quand on sort en ville, qu'on voit tous les gens masqués, moi, ça m'effraie un petit peu, mais bon. Le ciel nous dit de rester optimiste, et des nouvelles du monde et des petits traits de génie comme celui-ci de Mars, ou un autre que je signale dans les nouvelles astronautiques, c'est qu'on a une petite start-up française qui a inventé de lancer les fusées avec de l'iode. C'est infiniment moins dangereux, moins polluant et très performant. Voilà, vive la France dans ces cas-là. Donc le matin maintenant, nous avons toujours Vénus qui se lève de plus en plus tôt, de plus en plus tard, décidément, excusez-moi, c'est souvent que je fourche. Vénus qui se lève de plus en plus tard, mais qui reste bien visible dans le ciel du matin, et elle est accompagnée de Mercure. J'ai vu Mercure hier matin, waouh, c'est magnifique, c'est toujours une grande joie de voir Mercure parce que c'est une perle rare. Mais en ce moment, cette semaine, on peut la voir. Ça va être de plus en plus difficile quand même de jour en jour, parce qu'elle aussi se lève de plus en plus tard. Donc là, c'était 6h45, ouais, c'est ça, hier à peu près. Donc, et puis il va falloir, au fur et à mesure de la semaine, elle se lève de plus en plus tard, donc il y a de plus en plus de lumière, elle reste encore un peu brillante. Il doit être encore possible de la détecter jusqu'au 30, peut-être avec des jumelles. Vous voyez, Vénus, la semaine dernière, était conjointe à Spica, vous voyez comme elle trace vite, hein, sur l'écliptique. Et là, maintenant, elle arrive devant la constellation de la Balance. Donc voilà pour les spectacles du matin.
Et Mercure redeviendra visible le soir, au mois de janvier, et là pour une fois, il sera bien visible le soir, à partir de la mi-janvier. Voilà, donc Mercure, bon, je défile, les petites planètes, les comètes. Alors, quand même, bon, faut avoir un instrument, hein, mais il y a une comète qui est quand même vachement intéressante. En plus, je vous agrandis la photo parce elle est devant Orion. Et là, il y a un photographe de Corée qui a fait cette magnifique photo avec ici l'étoile Bellatrix et ici la comète. Étoile bleue, comète verte. C'est une très très belle photo, j'ai trouvé. Et cette comète, avec un instrument, est assez facile à suivre. Voilà, donc après vous avez la revue de presse, avec tellement de nouvelles là en ce moment, entre le premier décollage réussi des 4 astronautes avec SpaceX qui ont réussi à s'amarrer à la station spatiale. Il y a des réussites. Je vous laisse aller voir tout ça, parce que si je commande tout, on va pour 3 heures. Les Japonais avec leurs petites sondes pour les astéroïdes, là, qui font du super travail aussi, on peut le dire. Bon, encore quelques belles images. Et voilà, alors donc si vous voulez, on va passer à regarder un petit peu les thèmes. Si tu as peut-être des choses à dire, Michel, je vais te laisser la parole. Non, c'est bon, là, j'ai écouté. Moi, je trouve ça très intéressant de faire ce tour d'horizon. Je pense qu'il serait peut-être intéressant, un de ces jours, de donner une petite explication simple entre les visions que l'on a de nos planètes quand on est en géocentrique, ensuite quand elles passent en sidéral, et quand on parle que des constellations avec les étoiles. Je pense qu'il y aurait quelque chose à expliquer aux gens, parce qu'ils mélangent souvent les référentiels, si tu veux. Évidemment. Alors, il y a déjà quelque chose que Tiens, allons dans la fiche résumée. Dans la fiche résumée, vous avez des couleurs. Donc, quand on voit des trucs en rose, c'est les astres du système solaire, entre Lune, Soleil, planète. Les événements qui se passent entre Lune, Soleil, planète, si c'est visible. À part les lunes, les phases lunaires, je mets tout en rose. Visible au moins quelque part, où la nouvelle lune, je devrais la mettre en noir, puisque je ne la vois pas, et on voit le soleil. Donc en rose, c'est ce qui se passe entre les planètes. Je marque dans la colonne de droite le signe, le degré sur l'écliptique, donc dans les signes, hein, degré et signe. Et dans l'autre à gauche, la constellation. Vous voyez que quand la Lune rentre dans le signe des Poissons, elle est encore devant la constellation. Elle arrive tout juste devant la constellation du Verseau, en fait. Donc elle est devant celle du Verseau pour le premier quartier, alors qu'elle arrive dans le signe des Poissons. Le Soleil, c'est pareil, au moment où il arrive devant la constellation du Scorpion, il est dans le 2e degré du signe du Sagittaire. Quand il arrive devant Ophiuchus, il est dans le 8e degré du signe du Sagittaire. Alors, je vous conseille vivement, je mettrai le lien en bas de la vidéo sur YouTube, de lire ou de relire, de télécharger mon e-book qui s'appelle Signes et constellations du zodiaque, justement, où j'explique tout ça. Quand je montre les images, évidemment, on voit les astres, la Lune, les planètes et les étoiles. Donc, on va parler, quand on observe, on dit, tiens, Vénus est devant la constellation de la Balance. Voilà. Elle est dans le signe du Scorpion, devant la constellation de la Balance. C'est deux choses bien différentes, c'est pour ça que j'utilise des couleurs et que je vous marque pour entraîner un peu, pour s'entraîner habituel. Voilà, dans quel signe elle est et devant quelle constellation. Parce que les signes, on dit, une planète est dans un signe, où le Soleil ou la Lune sont dans un signe. Les signes, c'est le rythme, c'est l'horloge Terre-Soleil. C'est l'horloge du cycle Terre-Soleil. On se repère dans le cycle Terre-Soleil. C'est ça qui fait les signes marqués par les équinoxes et les solstices. Et 3 phases entre chaque. Voilà, ça fait 12. C'est le processus universel de la vie qui s'exprime comme ça par le zodiaque, les signes. Après, quand on regarde le ciel, on voit des étoiles. Alors pour se repérer, on les a calées
un jour, il y a 3000 ans, avec les signes, et puis c'est resté relativement souple, les frontières de constellation, à part les figures principales, dans notre civilisation exclusivement, parce que les Chinois ont d'autres constellations, les Amérindiens en ont d'autres, chaque peuple a ses constellations. Ce sont des repères culturels sur un phénomène naturel. Là, par contre, on a bien tous les mêmes étoiles qui sont disposées pareil, mais qu'on ne voit pas forcément au même moment, ni du même point de vue. Mais entre elles, il n'y a pas de changement. Le ciel, il est pas fixe, puisque les étoiles elles-mêmes ont leurs mouvements propres, qui sont en fait vertigineux, mais comme elles sont très, 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 très loin, à notre échelle, on les dit fixes, parce qu'elles n'avancent que... elles avancent de manière relativement insignifiante. Alors donc, dans ce résumé, on a donc en vert, quand il se passe quelque chose entre Lune, Soleil, planète et des étoiles, c'est en vert. En héliocentrique, c'est en bleu. Ensuite, il reste le noir, c'est les phénomènes de mécanique céleste qui se passent sur l'écliptique géocentrique, mais bon, d'accord, la Lune au périgée, on peut voir que son diamètre apparent est légèrement plus gros que quand elle est à l'apogée, mais il faut quand même un gabarit pour s'en rendre compte. Sinon, comme ça, si on n'a pas de moyen de comparaison, c'est pas flagrant. Donc, je mets ces événements-là en noir parce que ça se voit pas dans le ciel. Je mets les spectacles, les rencontres souvent. Et puis voilà, et les changements de signe de la Lune, je les mets en gris. On va peut-être aller voir maintenant les thèmes. Et déjà, alors dans le bas de la fiche résumée, que je vous invite toujours à télécharger, bien sûr, je mets le thème héliocentrique, parce que c'est le point de départ. Et après, comme je sais que les gens ont plus facilement accès au thème géocentrique, j'ai pas la place de tout mettre. Donc après, si vous voulez aller voir les thèmes astrologiques sur le site, les thèmes des constitutions universelles, vous allez dans le menu, la cagouille céleste, constitution universelle. Je clique, voilà, et donc là, j'actualise aussi chaque semaine, j'affiche celle du moment, en essayant de garder une certaine cohérence. Donc là, j'ai mis la nouvelle lune du 15 pour voir de quoi on partait. Vous voyez déjà à la clé un renversement, une situation bien bloquée là au départ. Et la conjonction Mercure-Vénus. Alors, Mercure-Vénus, la semaine dernière, ils ont été conjoints en héliocentrique. Entre-temps, Vénus a atteint sa latitude maximale et s'est mise à redescendre. Et Mercure, qui avait atteint la sienne un peu beaucoup plus haut, redescend également. Et donc, cette semaine, double Vénus. Donc, l'entrée du Soleil en Sagittaire, donc hier, 21 novembre, nous avons de remarquables. C'est Mars culminant, sans aspect culminant. Donc le mois du Sagittaire va être marqué par ce Mars sans aspect culminant. De nouveau, complètement, ça encore, ça nous reparle de renversement, qui est pas loin d'ailleurs. On retrouve l'opposition Vénus-Uranus et Mercure-Uranus, qui sont en 4-10. Et puis notre paquet de blocage, là, parce que qui retient encore, mais c'est sur le point de craquer, quoi. C'est en train de craquer. Puis alors, on a des belles figures qui coulifient, quoi. On dirait qu'il y a des aides quand même, hein. Les aides au niveau héliocentrique, les aides du ciel, les aides invisibles. Il faut qu'on vienne au monde d'un nouvel être humain, donc c'est en train de venir. Il y a toute la résistance de la stupidité de notre civilisation relativement à la vie, parce que Capricorne, elle, donne l'ordre de la vie, ça c'est dans mon poème sur les signes, justement. Mais ça décoince, ça décoince. Donc ça, c'était l'entrée du Soleil au Sagittaire. Donc aujourd'hui, le 22, vous voyez, on retrouve à la nouvelle lune, on avait Mercure opposé Uranus sur la même ligne d'horizon. Aujourd'hui, c'est Vénus opposé Uranus. Mercure n'est toujours pas loin. Vénus entrant en Scorpion. Ça devient mordant, je vous dis. Mercure, là, il est en Scorpion géocentrique. Et à la fin de la semaine, il arrive en Scorpion héliocentrique. En attendant, pour l'instant, il traverse le signe de la Balance. Au moment où il rentre en Scorpion héliocentrique, Vénus entre en Balance héliocentrique. C'est le 29 novembre. Et on voit que là, ça va changer un peu. La Lune rentre en Poisson, Trigone Vénus, elle est un petit peu aidée. Va
ça devrait bouger, commencer à bouger. Et donc, le thème de la pleine lune, donc là, c'est Vénus Scorpion, maintenant, qui est au milieu du ciel. Et le point noir qui se retrouve en 1, donc qu'est-ce qu'on va faire de ça, hein? Il est mal à l'aise. Au passage, sextile Mercure. Peut-être encore quelques heures à vivre, mais plus beaucoup. Là, il y a la résistance, il y a de l'opposition, il y a de la résistance, il y a de la dynamique. Ah mais attendez, j'avais pas vu que c'est Uranus qui est carrément, lui, au fond du ciel. Ah, c'est tendu quand même, hein. Il y a quelque chose d'incroyable un peu qui se passe quand même. Incroyable, inattendu pour beaucoup, hein. En tout cas, il y a ceux qui le préparent. Il y a ceux qui le préparent, mais sinon pour les autres, c'est peut-être inattendu, fait irruption dans le tableau, hein. Et bon, Mercure pourrait peut-être nous parler aussi des fraudes et des mensonges, ainsi que Neptune, hein, parce que pour ce qui est des embrouilles, des confusions, des dissimulations, c'est pas mal. Alors comme Neptune reprend son mouvement direct et que Mercure a l'air d'être bien mordant, on va en apprendre peut-être plus aussi sur les élections américaines, hein. Que ça se sait un petit peu quand même qu'il y a eu une énorme truanderie et que Trump a levé le lièvre parce qu'il avait prévu des bulletins filigranés qui étaient indétectables, et cela a pu permettre de se rendre compte que dans 12 États où ils ont vérifié, 78% des bulletins étaient des faux, qui étaient tous pour Biden, ce qui évidemment l'a donné gagnant, mais en réalité, ça donnerait une victoire de plus de 80% à Trump. Bon, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore compris tout ça, Trump n'est pas du côté des méchants. Et donc voilà, bon, alors après, non, je suis en train de vous montrer un petit peu toute cette page où je présente les thèmes. Est-ce qu'on a encore des choses à dire, peut-être, Michel? Non, moi je pense que c'est bien de faire ce que tu viens de faire là, parce que incontestablement, pour comprendre toute la dynamique, je veux dire, de ces différents thèmes, incontestablement, le fait de voir les couleurs et tout ça, c'est bien, mais je comprends bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas forcément admettre ou ils n'ont pas, je sais pas comment il faut dire, et ils ne sentent pas forcément que ce que l'on voit en héliocentrique, il y a une part invisible, si tu veux. Ah, c'est totalement invisible, l'héliocentrique, c'est le monde voilà. de l'esprit, c'est la noosphère. Effectivement, voilà. Il y a, à part que si on peut se le figurer, voilà, on se fait des figurations, on met le soleil au milieu et on voit où sont les étoiles, les planètes. C'est même à partir de là qu'on fait tous les calculs astronomiques, hein. Au niveau du calcul, je suis d'accord. La plus mais simple, si tu veux, si on veut sortir de la logique, je dirais mentale, à un moment donné, moi, ce qui m'a aidé, à titre personnel, alors je dis pas que ce que je fais ou ce que j'ai fait servira à tout le monde, mais moi, je me suis rendu compte que quand je regardais en fonction des positions justement des planètes où elles sont, et que je tirais des cartes du tarot, alors je parle pas du tarot de Marseille, mais des cartes de tarot qui sont plus universelles, incontestablement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui correspondent quasiment aux mêmes couleurs que toi tu utilises. Par exemple, l'ouverture du cœur, le chakra du cœur, c'est plutôt vert, tu vois. Et quand on voit la position de Vénus par rapport à Uranus en géocentrique, autant où c'est dur, il me semble que si je regarde moi le côté invisible, Vénus va apporter quelque chose de positif sur le plan des cœurs, incontestablement. À condition, bien entendu, que les gens soient pas non plus dans la haine. Mais je pense que c'est le plus grand nombre qui l'emportera. Donc le plus grand nombre, il y a beaucoup de gens qui vont faire des évolutions, au même titre que d'autres personnes. C'est pas la masse entière qui est convaincue qu'il faut renverser le gouvernement. La plupart des gens, effectivement, bien sont sûr. Totalement
ils ont une vision très très limitée. Ils obéissent, on leur donne des ordres, n'importe qui leur donne des ordres. Ils n'ont pas vérifié si ces ordres sont légaux ou illégaux. Bien sûr. Ils se soumettent comme des moutons et ils contraignent ceux qui ne veulent pas se soumettre. Mais là, ce qu'on voit dans le thème, il n'a pas une poignée. Je veux dire, c'est toujours une petite poignée, une élite. Hein. Attention, Vénus-Uranus, c'est une élite qui renverse. Enfin, du moins, voilà, une élite dans la thématique donnée, c'est-à-dire la bête. Mais c'est en même temps l'impulsion la plus fondamentale qui mène cette tête, quoi, à opérer. Enfin, du moins, il y a pas. C'est pas Uranus tout seul qu'opère. Hein. Uranus, c'est juste la fonction de passer de la transcendance. Attendez, on va aller voir un petit RET, il y en a en dessous. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Hein, Uranus, on passe de la transcendance à la représentation. Heureusement, Vénus, elle a un pied dans l'existence, puisque justement, elle fait le lien entre la représentation et l'existence. Donc, il y a de l'incarnation. Et donc, les Vénus, les gens qui sont mus, parce que là, c'est une fusée Uranus, hein, donc ils sont dans la fusée uranienne, et ben il n'en faut pas beaucoup, ça suffit pour décoller. Ils vont porter le poids. Et ce qu'on remarque, c'est justement qu'il y a un très beau trigone de Neptune qui reprend son mouvement direct. Hein, ce magnifique trigone de Neptune qui fait juste un trigone à Vénus. Ça va l'aider. Yes. D'accord. Et en Hélio, c'est un sextile à Mars qui, pareil, va pousser. Je veux dire, c'est la mer monte, quoi. Ça y est, il y a eu le reflux, on retient, et ça y est, on lâche tout, quoi. J'espère qu'il n'y aura pas de tsunami, attention, oh là. Oui, mais c'est un peu l'image du tsunami, et la mer se retire, et à un moment donné, elle remonte. Eh oui. C'est pareil. Bon, mais c'est intéressant, ça, je trouve. Donc, à mon avis, c'est dans les explications qu'il faut qu'on arrive à trouver d'autres façons de le présenter pour que vraiment les gens arrivent à faire ce chemin aussi à leur niveau à eux, pour comprendre les choses. C'est difficile à faire, hein, comme exercice. Hein. Ah oui, tout à fait, parce que là, je sais que je présente quelque chose qui est totalement étranger à tout le monde, puisque c'est une découverte qu'on a fait en 93 et que depuis, le public qui s'y intéresse est vraiment très restreint, n'est-ce pas, Michel? Oui. J'ai pas encore beaucoup communiqué. Enfin, à un moment donné, si, je communiquais pas mal sur ce sujet. Là, je me suis tourné un petit peu vers autre chose. Je me suis concentré à rédiger cette cagouille céleste, donc comme je l'ai appelé, cet éphéméride de phase lunaire en phase lunaire pour bien suivre ce qui se passe dans le ciel et apprendre d'abord à voir et sentir. D'abord, les pieds sur terre, on regarde le ciel. Et à partir de là, on commence déjà à mieux comprendre. Et à mieux recevoir aussi ce qui se passe. Puis même si on ne fait pas tout de suite le lien, c'est important de ne pas raisonner entièrement sur des symboles qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Alors, je parle de réalité. Avec Rocastre, on est les deux pieds dans la réalité. Okay. Bonjour. Non, mais là, et attends, à propos de réalité, alors en plus, on a Mars qui arrive à son ascendant le 1er décembre. Hein. Donc le lendemain du 30 novembre. Là, il y a tout ça qui arrive en même temps. J'en dirai pas plus. Yes. On va peut-être s'arrêter là. Oui, ok. C'est bien. Alors, il faut en laisser pour le prochain tour. Hein. Comme tout est dynamique, le reste sera après. Ah ça, au niveau de la dynamique, là, j'ai l'impression qu'on a une grosse dynamique. Grosse dynamique, grande vitalité pour, effectivement, parce qu'il en faut un peu de force quand même pour renverser l'establishment complètement corrompu. Pluton, Jupiter, Saturne, l'establishment complètement corrompu. Mais le nouvel établissement est déjà là. Il est déjà là, puisque Jupiter et Saturne sont en Verseau, en héliocentrique déjà. Oui. Et que les choses vont être... La messe va être dite avant la fin de l'année, ça. Eh oui. Ah après, il y aura du nouveau. Et je dis pas que ça va être tout rose. C'est sûr. Il y aura des tas de choses à construire, reconstruire, inventer. Donc, on va se retrouver confronté à nos petits
chacun a ses petites idées là qu'il va falloir confronter à celles de l'autre. Ça va peut-être pas être facile, hein. Mais Tu en sais, tout de cas, pour ce façon qui est du binaire, il vieux faut une monde, ils certaine s'enterrent. déconstruction pour qu'il y ait une certaine construction, hein. Mais il faut la faire de façon systémique, assez cohérente. C'est ça qui est. Mais moi, j'ai bon espoir quand je vois toutes ces planètes en Verseau, même si ça va être difficile, même si ça sera sur des périodes longues. C'est pas, on claque pas dans les doigts et c'est réglé, hein. On a plus de 30 ans pour se remettre à peu près d'équerre, hein. Mais il y a des choses qu'on peut faire relativement vite. Ouais. Mais bon, Attention aux signes du Verseau, mais c'est certain que c'est beaucoup plus spirituel. voilà, Euh, c'est l'histoire des conjonctions Jupiter-Saturne dans les signes d'air. Ça remonte à l'époque des Cathares et tout ça. Très c'est typique. ça. Jupiter Verseau, les conjonctions Jupiter-Saturne en signe d'air. Donc c'est sûr que de toute façon, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, avait dit Malraux. Et là, il a 100% raison, c'est-à-dire que le monde matérialiste s'écroule. Il a résisté encore 20 ans, il a tenu là, sur ses dernières réserves en nous empoisonnant le ciel à tire-larigot. Oui, C'est bon. Et en nous saignant à tire-larigot, en saignant les peuples et en empoisonnant le ciel, c'est bon, c'est terminé. Ça va passer à la scène suivante. voilà. Youpi! Hein. Merci beaucoup, les amis. Bye bye. On vous donne rendez-vous à lundi 30 novembre. Alors, 18h ou 11h. Un message sera envoyé à tous ceux qui se sont abonnés à la Cagouille Céleste pour l'heure. Ok. Donc, devant cette petite incertitude que je vais résoudre d'ici la fin de la semaine, eh bien, je vous salue fort chaleureusement, tous nos auditeurs, et on espère vous satisfaire au mieux, et surtout, n'hésitez pas avec toutes vos réflexions, j'ai pas compris, tant pis si vous nous engueulez, c'est pas grave, mais dites-nous quelque chose, comme ça on pourra vous aider à aller un petit peu plus loin dans la compréhension. C'est pas si compliqué que ça, justement. C'est une autre approche qui permet vraiment de rentrer de plein pied dans la liaison tertielle. Bonne fin de journée et à lundi prochain.